Donc, je pense qu'on va commencer. Merci beaucoup d'être là encore pour ce troisième cours dans cette série sur le chromosome X, sa génétique et son épigénétique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce mot lourd et mystérieux, l'hétérochromatine facultative. Ça, c'est le résumé que j'ai mis la semaine dernière. Comme ça, pour ceux qui suivent de manière très très près, vous allez reconnaître. Donc je voulais juste résumer en disant que on a discuté des différentes stratégies que les espèces ont mises en œuvre pour arriver à équilibrer la production à partir des chromosomes sexuels et en particulier les chromosomes X versus les mâles versus les femelles. Parfois, c'est chez la femelle que la stratégie de compensation est mise en œuvre, comme chez nous, les mammifères. Parfois, c'est chez les mâles que la stratégie est mise en œuvre, comme chez la drosophile, où c'est le X qui est transcrit probablement plus fortement. Je vous avais aussi, j'espère, convaincu que cette histoire de dose est importante, même si nous ne savons pas toujours pour combien de gènes ces stratégies de compensation entre les XX et les XY ont été mis en place. En tout cas, chez la souris et dans des systèmes où on peut perturber génétiquement la mise en place de la compensation de dose, nous voyons qu'une absence de compensation de dose au cours du développement, en général, est catastrophique très tôt. Mais cette compensation n'est pas forcément à l'échelle d'un chromosome entier, même si dans les espèces dont je vous avais parlé, il semblerait que ça soit le cas. Dans d'autres espèces, il y a juste quelques régions qui semblent être, ou quelques gènes même, qui sont touchés. Et je vous avais parlé de certains gènes qui sont sans doute plus sensibles à cette compensation ou cette histoire de dose que d'autres. Et en fait, on va toucher sur ça aujourd'hui, mais je vais élaborer beaucoup plus la semaine prochaine et la semaine d'après dans les cours où je vais vous parler de l'impact éventuellement de l'expression en double dose ou simple dose ou pas de dose du tout dans le cerveau ou dans le système immunitaire. Et juste pour vous rappeler aussi, parce qu'on ne va pas vraiment parler de ça dans la suite de mes cours, j'espère que je vous avais convaincu que cette hypothèse de Ono qui a été proposée en 1967 ne semble pas être universelle, c'est-à-dire que l'expression plus importante d'un chromosome X par rapport aux autres chromosomes dans une cellule ou dans un individu, ça ne semble pas être le cas de manière générale. Il y a parfois certains gènes qui semblent être spécifiquement activés de manière plus importante pour justement compenser peut-être pour le fait que dans l'histoire des chromosomes sexuels, à un moment, ils étaient présents en double dose, mais avec l'évolution du Y qui perd beaucoup de gènes, il y a une seule dose. Donc, mais ça, c'est un point important, je pense qu'il faut garder en tête. Il y a quand même certains gènes sur les chromosomes X qui peuvent être justement stimulés pour arriver à produire une quantité suffisante de protéines. Ce sont des protéines qui sont absolument clés, par exemple, dans les complexes multiprotéiques. Et puis, pour terminer un peu sur les stratégies, la semaine dernière, je vous avais montré qu'effectivement, dans trois systèmes différents, la souris ou les mammifères, la mouche drosophile et le ver C. elegans, la détermination de sexe et la mise en place de compensation de dose, c'est trois stratégies différentes, mais dans le cas de la mouche et du ver, là, c'est les mêmes signaux qui déclenchent et détermination du sexe et compensation. Et chez les mammifères, ça semble être quelque chose qui est assez séparé. Et donc là, je vais vous parler un peu plus de la manière que cette compensation de dose est mise en place, et en particulier le rôle de la chromatine et de la structure et l'organisation des chromosomes. Et donc, en tout cas pour les mammifères et pour C. elegans, on peut parler de l'hétérochromatine facultative. Donc voilà, je reviens sur le point que je viens de mentionner.
pour déclencher cette compensation de dose chez la souris, c'est l'expression de ce gène GIST qui code pour un ARN, ou qui produit un ARN non codant. Et ce déclenchement de cet ARN a lieu qu'à partir d'un chromosome X, pas à partir des deux. Même si, chez l'humain, je vous avais montré à la fin de la semaine dernière, on commence avec les deux GIST qui s'expriment, et ensuite tout s'arrange et il n'y a qu'un chromosome X qui va l'exprimer et qui va être inactivé. Chez les mâles, on ne voit pas cette accumulation de GIST et ça ne se déclenche pas. Donc, ça, c'est la compensation de dose. Pour la détermination du sexe, je vous avais aussi expliqué la semaine dernière, la semaine d'avant, que c'est le gène SRY qui est sous le chromosome Y qui va faire que la différenciation mâle va avoir lieu. Et en absence d'SRY, on a un peu par défaut la différenciation femelle. Donc, chez la mouche drosophile, là, c'est la présence du nombre de chromosomes X et la ploïdie qui va faire que le gène clé au démarrage, SXL, est soit pas exprimé, et donc du coup, un mâle va se développer et va exprimer les gènes qui sont impliqués dans le processus de compensation de dose, où là, c'est les protéines MSL qui donc vont s'accumuler et vont s'associer assez spécifiquement avec le seul chromosome X chez les mâles pour le hyperactiver. Par contre, chez la femelle, là, si SXL est exprimé, on aura une femelle et on va empêcher l'expression de MSL2 qui est ce facteur clé de ce complexe de compensation de dose. Donc, il n'y aura pas une hyperactivation du chromosome X chez la femelle. Je vous rappelle aussi qu'il y a d'autres hypothèses pour la manière que la compensation de dose se passe chez la mouche. Et enfin, pour C. elegans, là, c'est encore une fois la ratio du nombre de chromosomes X et le nombre d'autosomes qui va encore une fois gérer l'expression d'un gène clé XOL1 qui va permettre le développement mâle et empêcher l'expression d'un des facteurs du complexe de compensation de dose, c'est SDC2. Et chez l'hermaphrodite, l'absence d'expression de ce facteur fait que l'hermaphrodite peut se développer et va exprimer donc cet cofacteur du complexe de compensation de dose qui comporte des condensines qui sont des facteurs qui sont aussi utilisés dans d'autres contextes comme la mitose à la méiose, et c'est ce complexe qui va s'associer aux deux chromosomes X pour baisser l'expression des deux chromosomes X chez l'hermaphrodite et pas chez le mâle, XO. Donc, voilà, si on va un pas en avant, dans le cas d'une femelle mammifère, ou souris en tout cas, nous voyons que le chromosome X va exprimer, un des deux chromosomes X va exprimer cet ARN GIST qui va déclencher le processus d'inactivation, et nous allons parler un peu plus de ça aujourd'hui. Et chez la mouche drosophile, c'est le complexe MSL qui va s'associer via des sites d'entrée, on appelle ça les chromatin entry sites, et avec l'aide d'ARN non codants qui permettent l'accumulation efficace et la propagation de ce complexe de compensation de dose et l'hyperactivation. Et comme je l'ai dit, chez C. elegans, ce complexe de compensation de dose comporte plusieurs facteurs qui sont impliqués dans la condensation des chromosomes par ailleurs. Et donc, on pense que c'est comme ça qu'on peut avoir cette baisse d'expression. Et il y a un recrutement là aussi, spécifiquement via des séquences d'ADN sur le chromosome X. Encore des sites d'entrée qui sont principalement ce qu'on appelle les sites REX. Donc, dans les deux cas ici, vous voyez, il y a un signal au niveau de la séquence de l'ADN qui est vraiment là pour faciliter le recrutement du complexe quand il est là, alors que chez les mammifères, en tout cas chez les utériens, c'est un ARN non codant qui fait l'affaire. Et pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé des séquences spécifiques de l'ADN qui vont cibler le complexe de compensation ou d'inactivation, c'est via cet ARN GIST. Et cet ARN, vous allez voir plus tard, mais c'est le clé du déclenchement du processus. Mais si on met le gène GIST sur un autosome, s'il s'exprime, il va décorer l'autosome et il va l'inactiver aussi. Donc il y a un peu moins de spécificité, on va dire, qu'avec
les autres systèmes. Mais néanmoins, normalement, le gène existe et bien sûr sur le chromosome X. Donc, pour la mise en place et le maintien de ces états différentiels, c'est là où nous pensons qu'effectivement la chromatine joue un rôle. Donc, la semaine dernière, j'ai touché un tout petit peu sur les stratégies, mais qui sont très loin dans les 3 cas d'être vraiment comprises. Donc, on va revenir sur la manière que Xist fait son travail, mais clairement, nous voyons que quand on regarde l'expression d'un gène, et ici, en fait, c'est l'expression ou la présence de la polymarase au niveau d'un gène, et on voit qu'en fait, au niveau du site de transcription, de démarrage de transcription, sur le X actif, nous voyons une présence importante, alors que sur l'allèle inactif, on ne voit pas de présence du tout. Donc on pense qu'au niveau de l'inactivation du X, c'est vraiment à la fin une extinction totale de l'acte de transcription, de la présence de polymérase. Mais nous voyons aussi un accompagnement par plusieurs modifications de la chromatine, et je vais revenir sur ça bientôt. Donc l'absence des marques de la chromatine qui sont associées à une activité et l'enrichissement d'autres marques et protéines chromatiniennes qui sont impliquées dans un état réprimé. Et on voit aussi une compaction qui n'est pas très très importante, mais qui est néanmoins là. Dans le cas de la drosophile, ici, vous voyez que dans un contexte contrôle sur le chromosome X, on voit une présence de pôle 2 importante sur le site de l'initiation et puis surtout le long du gène. Et dans un contexte mutant, on voit qu'effectivement, il y a une baisse. Donc, en fait, ça indique qu'en absence du complexe de compensation de dose, nous n'avons pas cette surexpression. Et là, je vous avais parlé d'une modification de d'histone, H4K16 qui semble être importante pour le démarrage et l'élongation efficace de la polymérase 2 qui va transcrire les gènes du chromosome X. Et alors, dans le cas de C. elegans, comme je l'ai dit, c'est la compensation de dose avec ces condensines qui semblent être impliquées et qui baissent le niveau d'expression par moitié sur les 2X. Comment il fait ça? Quels sont vraiment les signes de la chromatine qui font que les gènes ne sont pas aussi bien exprimés? Est-ce que c'est une histoire de compaction, d'exclusion, ou est-ce que c'est des signaux spécifiques qui vont recruter des facteurs qui vont empêcher la polymérase d'être aussi efficace? Et on va discuter un tout petit peu de cet aspect-là aujourd'hui. Donc, comme toujours, j'aime bien faire un tout petit peu d'histoire. On va aujourd'hui parler de l'hétérochromatine. J'ai déjà fait tout un cours sur ça il y a quelques années, donc vous n'avez que à reprendre mes notes de l'époque, mais je vais quand même vous rappeler en citant ce papier qui est sorti en 1966, et j'aime beaucoup la première phrase. L'histoire de l'hétérochromatine est longue. Je ne sais pas comment on dit ça en français, en fait, mais est moche, en fait, hoary, c'est désordonné. Si on pouvait commencer les papiers comme ça aujourd'hui, ça serait beaucoup plus drôle. Bon, voilà. Mais on ne peut pas. Et donc, en fait, from the time of the 19th century cytologists, odd assortments of densely staining flecks, blobs, rods and agglomerations. En fait, effectivement, les scientifiques regardaient dans les microscopes de l'époque avec des colorations qui pouvaient donc colorer cette chromatine, et chroma, ça veut dire couleur en grec. Et donc, en fait, ils ont vu effectivement ces espèces de taches plus ou moins intenses, et ils ont spéculé pendant très longtemps à la nature de ces taches dans les noyaux des cellules venant des différentes espèces, des plantes, des animaux, etc. Et donc c'était Emil Heitz qui, lui, a donné le terme euchromatine et hétérochromatine. Euchromatine étant la chromatine qui est la plus présente, on va dire, la plus un peu partout, comme le nom indique. Et hétérochromatine, c'est autre chromatine, c'est différent et donc plus dense, plus, il appelait ça hétéropyknotique. Donc l'hétérochromatine a été décrite à cette époque-là dans divers systèmes, avec déjà la réalisation que les proportions de euchromatine et hétérochromatine étaient quand même différentes d'une type cellulaire à l'autre et d'un organisme à l'autre. Donc, il a été nommé, deux types d'hétérochromatine ensuite ont été un peu évoqués. Donc,
l'hétérochromatine constitutive qui ne semble pas changer au cours du développement ou dans différents tissus. Et cette hétérochromatine constitutive a été proposée comme étant l'hébergeur des séquences non codantes qui ne vont pas être actives. Et ça, c'était déjà en 1944, Pontecorvo qui avait proposé que c'était peut-être justement des éléments qui étaient répétés et non codantes. Et puis, il y a eu cette définition d'hétérochromatine facultative, et donc ça vient du mot latin facultas, qui veut dire opportunité, qui est parfois là et parfois pas. L'idée étant que cette hétérochromatine, elle apparaît et peut disparaître en fonction du développement, et qu'elle peut être aussi active ou inactive. Et donc, cette présence d'hétérochromatine à certains moments indiquait peut-être une inactivité. C'est là où l'inactivation du X et le corpuscule de Barr, qui ont été notés en 1949, ont été vraiment, je dirais, à la cœur de cette définition à cette époque-là. Donc voilà, l'hétérochromatine facultative a le potentiel d'avoir une expression des gènes au cours du développement, et peut être soit condensée, soit décondensée en fonction du type cellulaire. C'est réversible et c'est quelque chose qui semblerait apparaître ou disparaître au cours du développement. Et Mary Line elle-même, elle avait fait ce dessin en 1974 où elle montre effectivement les différents états d'activité de la chromatine. Ici, elle ne mentionne pas le mot hétérochromatine facultative, mais elle parle de l'hétérochromatine constitutive qui est non codante pour elle. Alors maintenant, on sait que même l'hétérochromatine constitutive peut produire de l'ARN et peut être un peu moins hétérochromatique, mais ça, c'était beaucoup plus tard que nous avons réalisé ça. Et puis, pour la chromatine qui est codante, qui contient les gènes, elle peut être soit inactive et ne répondant pas à des stimuli de transcription, soit elle peut être active et donc en train d'exprimer, ou soit en veille et peut être induit quand les bons stimuli viennent, quand les bons signaux, les bons facteurs de transcription arrivent. Donc voilà, et ici je vous montre encore ce fameux corpuscule de Barr qui a été décrit en 1949, et c'était un peu sur cette base-là et sur la génétique que Mary Line a proposé qu'il s'agit d'un des deux chromosomes X qui, lui, est bien inactif et de manière facultative. Et je voulais quand même vous rappeler mes cours de l'année dernière où on a beaucoup parlé de Barbara McClintock, qui, elle, était très intéressée par l'hétérochromatine et les éléments que cette hétérochromatine pouvait héberger. Donc, d'une part, l'hétérochromatine, on va dire, constitutive, qui est toujours là et qui est très souvent répétée. Elle a réalisé que dans des situations de stress en particulier, cette hétérochromatine pouvait se lâcher un peu et que ces éléments transposables qu'elle avait découverts pouvaient s'exprimer et même bouger. Mais aussi, elle avait proposé, elle est allée beaucoup plus loin en proposant que peut-être ces éléments transposables qui étaient souvent hétérochromatiques pouvaient aussi être modulables, facultatifs. Elle n'a pas utilisé le mot elle-même, mais il pouvait peut-être contrôler la manière que le chromosome sera organisé et même si oui ou non les gènes vont être régulés. Donc elle avait déjà un peu réfléchi à cette idée de l'utilisation de certains éléments pour condenser ou décondenser une région afin de permettre son expression. Voilà, donc ça c'est juste pour revenir sur les définitions, ça vient encore de ce papier en 1966, donc en fait c'était déjà bien précisé qu'effectivement cette hétérochromatine facultative était un exemple de ça, étaient les deux chromosomes X chez les mammifères femelles, où un devient hétérochromatique au cours du développement et l'autre reste euchromatique, et que cette hétérochromatine facultative est une opportunité pour vraiment étudier l'état des gènes les mêmes gènes dans les deux états au sein du même individu et des mêmes cellules. Et ça, c'est, je dirais, le côté assez remarquable du processus d'inactivation du chromosome X. Et donc voilà, je vous montre ça de manière très simpliste maintenant, une cellule femelle où on peut avoir
des gènes, plusieurs gènes, sont un chromosome X qui peut porter plus que 1000 gènes chez l'humain ou chez la souris. Et sur l'allèle du chromosome X actif, la chromatine est ouverte, les facteurs de transcription sont présents, et sur l'allèle inactif, la chromatine est plutôt fermée, et il n'y a pas de transcription, il y a peut-être association de méthylation dans certaines espèces. Donc, au sein de la même cellule, au sein du même noyau, dans la même soupe de facteurs, de transcription, de signaux et autres, nous avons un gène, un chromosome avec ces gènes qui va se comporter d'une façon et l'autre d'une autre façon. Et ceci de manière héritable au cours des divisions cellulaires. Donc c'est là où on voit, vu que l'ADN peut être identique dans certains cas, comment on arrive à avoir cette expression différentielle qui peut être propagée. Et donc ici, je vous montre de manière très schématique. Donc la manifestation de ça, c'est effectivement l'expression d'un allèle et pas l'autre. Quand il y a une différence au niveau de la séquence nucléotidique entre les deux allèles, donc ici on voit l'allèle, on va dire noir, et ici c'est l'allèle orange. Dans cette cellule, c'est l'allèle noir qui s'exprime, et vous allez voir, ça c'est les taches noires du chat calico. Ici, dans une autre cellule, c'est l'allèle orange qui s'exprime et qui produit, donc on va dire, la protéine orange. Et donc nous avons, avec cette inactivation aléatoire qui a lieu au cours du développement, dont je vous avais déjà parlé, nous arrivons à ces mosaïques où il y a tantôt des cellules qui expriment le X, on va dire, noir, et tantôt le X orange. Donc les gènes des deux X sont exprimés pas en même temps dans les mêmes cellules dans ce système d'inactivation du chromosome X. Et l'idée, c'est que cet état, une fois mis en place, est vraiment extrêmement stable au cours des divisions cellulaires. Et c'est là où on pense que la chromatine est vraiment importante. Je vous fais un rappel bref. Quels sont les rôles de la chromatine? Parfois, on donne des rôles à la chromatine qui sont, je dirais, plus des hypothèses que sur des bases strictes. Donc, je pense que c'est important de reprendre en une ou deux diapos ces fameux rôles. Donc, ici, je vous montre ce qu'on voit dans les livres à l'école, de la manière que nous imaginons que la chromatine est embobinée dans une cellule. Donc l'ADN, la double hélice, et les nucléosomes qu'on peut appeler comme des billes sur un fil. Et vous les voyez ici par microscopie électronique. Donc on voit réellement les nucléosomes qui sont les histones avec l'ADN entouré, qui peut être compacté à différents niveaux, et c'est là où on a toujours des débats sur le niveau de compaction qu'on puisse avoir. Donc les fibres de éventuellement 10 nanomètres, 30 nanomètres et peut-être plus. En tout cas, nous savons qu'au moment de la mitose, quand la cellule se divise et les chromosomes doivent se séparer dans les cellules filles, là il y a un degré de condensation qui est relativement important. Et ici, vous voyez la chromatine à cette étape de mitose. Mais donc en fait, on réalise que la chromatine doit être là pour permettre on va dire le compaction pour faire entrer ces 2 mètres de fil d'ADN dans chaque noyau. Donc ça, c'est évident. C'est aussi sur la base de la chromatine que toutes les fonctions d'expression des gènes, de réplication de l'ADN, etc., se passent, en tout cas dans les cellules eucaryotes. Et, j'espère que vous vous rappelez, c'est aussi une manière d'empêcher une expression inappropriée. Donc, c'est une barrière pour, on va dire, une reprogrammation, une expression inattendue des gènes. Donc, le rôle peut-être principal de la chromatine au cours du développement, c'est probablement ça, de faire en sorte qu'il y a certains gènes qui sont figés dans un état actif et d'autres gènes figés dans un état inactif. Et donc, on sait maintenant, grâce à la biochimie et la génétique, que les facteurs qui sont associés à la chromatine, comme les complexes de remodelage, qui justement sont très sensibles à la dose, sont des facilitateurs de l'expression génique et d'autres fonctions du génome, comme la réplication ou la réparation. Et puis,
c'est aussi sur ce template de chromatine que l'intégration des signaux environnementaux se passe. Et ça, on en a déjà parlé dans mes cours passés, mais en tout cas, c'est clair que c'est au niveau de la chromatine qu'on peut déclencher certaines modulations d'activité génique. Et c'est quelque chose qui intéresse maintenant beaucoup de monde parce qu'effectivement, quel est l'impact de l'environnement sur notre physiologie? C'est sûr que la chromatine peut être un des entrées au niveau de l'impact qu'on puisse avoir. Et enfin, et c'est là où je veux revenir, c'est parfois la chromatine et les états chromatiniens peuvent être les porteurs de la mémoire cellulaire, d'un état actif ou un état inactif. Donc la chromatine est là pour justement mémoriser certains états au cours du cycle cellulaire, au cours des mitoses, au cours du développement et même à travers les méioses dans certains cas. Et donc ici, je vous montre les deux états, une chromatine ouverte et une chromatine fermée. Ici, en fait, il s'agit de la chromatine qu'on pourrait trouver, par exemple, dans les cellules pluripotentes et ici dans les cellules différenciées, mais ça peut aussi être ce qu'on voit dans une situation d'un X actif et un X inactif. On a les gènes qui peuvent être activés parce que les facteurs de transcription sont là. Si la chromatine est ouverte, permissive, les bons facteurs peuvent accéder, le remodelage de la chromatine peut avoir lieu. Nous voyons effectivement une transcription de ces régions-là. Et si les gènes doivent être inactivés et gardés dans cet état, on voit une sorte de fermeture de cette chromatine, mais on peut avoir certaines régions qui sont gardées ouvertes. Et donc, comme je l'ai dit, pour ne pas changer d'avis au cours de route, au cours du développement, on pense que c'est cet état de chromatine qui est cette barrière épigénétique qui empêche le changement, on va dire, inapproprié. Mais dans certaines situations, nous savons qu'effectivement, il faut changer d'état, que ce soit au cours de la différenciation, au cours de la reprogrammation, dans la lignée germinale par exemple. Et donc, mais il faut que ça se passe de manière contrôlée, on va dire, au bon moment du développement, etc. Donc, les questions qui se posent, c'est comment est-ce que les états chromatiniens et l'état de compaction de la chromatine au cours du développement, dans des processus comme la compensation de dose, peuvent jouer un rôle. Quel type de changement épigénétique, quel type d'état chromatinien, et qu'est-ce qui permet en fait l'héritabilité ou la réversibilité. Et donc ces questions en fait sont vraiment toujours très ouvertes. Vous allez voir avec le X en particulier, mais nous avons que quelques éléments de réponse, et nous essayons vraiment de comprendre comment en fait on arrive à condenser un chromosome, condenser de la chromatine, ou comment on arrive à l'ouvrir à certains moments. Et parce que je ne vais pas vous parler de reprogrammation induite cette année, je voulais vous rappeler que si ça vous intéresse, en 2014, nous avons beaucoup parlé de la possibilité de prendre une cellule différenciée et la reprogrammer en cellule pluripotente avec le bon cocktail de facteurs, et avec plusieurs jours et division cellulaire, nous pouvons revenir sur cet état pluripotent. Donc voilà un exemple où l'état du chromosome X inactif peut être reprogrammé artificiellement, et c'est dans ce type de système que nous pouvons essayer de comprendre les étapes, même si ce n'est pas une situation, on va dire, normale. Par contre, ce qui se passe dans la ligne germinale, c'est quelque chose qui se passe à chaque cycle de vie, et là, on essaie de voir quels sont les facteurs précis qui permettent de défaire un état inactif au cours du développement dans la lignée germinale. Donc, quand on parle de l'hétérochromatine facultative, on doit parler de quoi. Et ici, je vous montre toute la panoplie d'éventuels acteurs qui ont été évoqués. Donc, cette revue date de 2007, et vous allez voir qu'il manquait peut-être un élément. Ils avaient même laissé la place ici. Donc, en fait, on parle des nucléosomes, des variants d'histones, des enzymes qui vont modifier les histones. On parle aussi des facteurs de remodelage de la chromatine qui doivent ouvrir ou fermer la chromatine. On parle des méthyltransférases de l'ADN, donc cette modification chimique de l'ADN qui semble aussi être importante sur la base de la génétique. Nous savons que si on perturbe la méthylation de l'ADN, on perturbe en fait l'expression génique au cours du développement. Et
Et l'hétérochromatine facultative est aussi affectée. Et on a aussi les facteurs qui ciblent la chromatine, comme les complexes polycomes, HP1. Je vous avais beaucoup parlé de tous ces complexes dans mes cours précédents. Eh bien, ils sont impliqués aussi dans les processus comme l'inactivation du X. Les ARN non codants, de plus en plus, nous réalisons, ils jouent un rôle clé dans plusieurs processus où il faut établir une hétérochromatine facultative, et on va parler de deux types d'ARN non codants là. Alors, il y a eu aussi l'idée que peut-être la position de le noyau pouvait être importante. Donc ça, c'est quelque chose qui, depuis des années, moi-même, mon groupe est intéressé à cette hypothèse. Ça reste quelque chose qui est, je pense, assez hypothétique, mais de plus en plus, nous arrivons maintenant à voir que dans certains contextes, effectivement, être dans une partie du noyau par rapport à une autre, le noyau n'est pas juste un ballon de facteurs homogènes, c'est quand même une structure dynamique, mais quand même assez variée. Et c'est peut-être important de mettre de l'ADN dans tel ou tel endroit du noyau pour qu'il soit actif de manière mémorable, soit inactif. Et donc, encore une fois, pour vous rappeler, pour ceux qui ont oublié, on a parlé des histones, des nucléosomes. Ici, je vous montre plus précisément les histones avec les queues qui sortent du particule au cœur du nucléosome. Et vous voyez ici, chacune de ces queues peut être modifiée différemment avec différents types de modifications, la méthylation, comme l'ADN, l'acétylation, la phosphorylation, l'ubiquitination. Et donc, ces modifications ont été découverts il y a maintenant plus qu'un demi-siècle et étudiés de plus en plus, et une réalisation que souvent les facteurs qui s'associent à la chromatine peuvent aussi apporter des modifications ou peuvent les lire, ces modifications. Donc il y a eu même ce code d'histone dont on en parlait, qui maintenant est devenu beaucoup moins à la mode, mais en tout cas, c'est clair que les modifications des histones jouent un rôle important dans la manière que la chromatine va être accessible ou pas, et aussi dans le type de facteurs qui peuvent être recrutés. Et donc, il y a des facteurs qui vont modifier ces histones et aussi des facteurs qui vont s'associer, les lire. Et justement, par exemple, les facteurs de remodelage profitent de certaines modifications pour être attirés, mais il ne faut pas oublier qu'à la base de tout ça, c'est quand même l'ADN, les facteurs de transcription. Pour le moment, nous avons très peu de cas où on pense que les modifications seules peuvent attirer quelque chose de très spécifique. Mais une fois que certains facteurs sont présents dans une région sur l'ADN, on peut apporter des modifications qui vont faciliter l'activité ou faciliter la répression génique. Et donc les enzymes, il y a une panoplie d'enzymes qui peuvent modifier ces histones, qui peuvent enlever les acétylations ou les rajouter, qui peuvent méthyler ou enlever la méthylation. Et au niveau de l'ADN aussi, et donc là c'est les lecteurs aussi, donc les modifications peuvent attirer des facteurs, comme je l'ai dit. Les complexes polycomes et HP1, on en a parlé, mais ça c'est deux types de complexes qui clairement peuvent apporter l'enzyme qui va modifier l'histone, mais aussi les facteurs qui vont le lire. Et donc c'est une manière de propager un état soit en cis, soit au cours de la réplication. Et puis l'ADN qui est aussi méthylé. Pendant longtemps, nous pensions que c'était une modification extrêmement stable, et maintenant nous réalisons que ça peut être stable, mais ça peut aussi être enlevé via des enzymes TET dont on a beaucoup parlé. Donc, pour la méthylation de l'ADN, nous savons comment la réplication peut propager un état méthylé. Ça, c'est assez bien compris. Pour les autres complexes, c'est moins compris. On a beaucoup parlé de ça il y a 2 ans. Mais en tout cas, c'est clair qu'il peut avoir un état propagé, et, soit de méthylation, soit de polycome ou d'autres facteurs au cours des divisions cellulaires. Ça, c'est très important justement pour le maintien d'un état hétérochromatique, par exemple. Comment on n'oublie pas qu'on était inactif? On pense vraiment grâce à ces modifications que cet état inerte peut vraiment être propagé. Et voilà, je l'ai déjà dit, mais les ARN non codants semblent jouer un rôle important
D'une part, les ARN longs non codants semblent être impliqués souvent dans le... vous allez voir, dans le recrutement peut-être de certains facteurs ou pour empêcher l'association de certains facteurs. Et il y a aussi les petits ARN non codants. Et là, eux, ils jouent un rôle pas forcément directement chromatinien, mais qui sont impliqués dans le fameux processus de RNAi dont on a beaucoup parlé l'année dernière, quand on parlait des éléments transposables. Ça, c'est la première défense, système de défense, mais maintenant, ces petits ARN non codants sont aussi utilisés pour justement maintenir un état hétérochromatique en collaborant avec les facteurs impliqués au niveau de la chromatine. Donc, comment on étudie la chromatine? J'ai mentionné ça déjà, mais les anticorps qui peuvent être donc produits avec des lapins, des chèvres, etc., qui sont produits spécifiquement pour reconnaître même des peptides des histones ou des modifications, sont extrêmement spécifiques. Donc ça, c'était presque... c'était totalement inattendu, je pense qu'il y aura une telle spécificité. Nous avons des anticorps qui arrivent à détecter sur une acide aminé d'un histone le nombre de modifications de méthylation, par exemple, une méthylation ou deux ou trois. On peut être mono ou di ou triméthyle. Et nous avons des anticorps qui détectent exactement cet état précisément. Donc c'est assez magique, moi je trouve. Mais en tout cas, c'était dans les années 90 en particulier que Brian Turner était un des premiers de produire des anticorps de très haute qualité contre les modifications des histones. Et ensuite, il y avait aussi des Wallis et Thomas Januvine. Et lui, très vite, il a appliqué ça justement à regarder les chromosomes sexuels, étudier ces histoires de compensation de dose. Je vous avais déjà montré l'exemple de la drosophile où il a regardé H4K16 acétyl et l'enrichissement sur le X chez la drosophile, chez le mâle la semaine dernière. Ici, je vous montre ce qu'il a fait sur les cellules femelles mammifères, où il a montré qu'effectivement, ici c'est les chromosomes, l'ADN des chromosomes que vous voyez ici. Ici, c'est le chromosome X inactif. Et comment on peut le repérer? C'est en fait parce qu'il y a une absence de cette modification sur ce chromosome X, alors que l'autre X, et tous les autres chromosomes d'ailleurs, sont bien enrichis avec cette modification. Et donc, nous et d'autres, on a étudié tout le panel d'anticorps qui était disponible à l'époque pour regarder comment le X inactif est enrichi ou déplété pour différentes modifications. Et donc, on a fait une sorte de, on va dire, classification des anticorps. Et par exemple, ces modifications, les états acétylés de l'histone H4 et de l'histone H3 sont très souvent associés avec le chromatine ou une chromatine ouverte. Et on voit que dans tous les cas ici, il y a une exclusion de cette marque au niveau du chromosome X inactif qui est par ailleurs détecté par la présence de l'ARN XIST en vert ici. Donc, ça, c'était les visualisations dans des cellules, soit les chromosomes, soit au niveau du noyau en interface. Mais ce qui était encore plus puissant, c'était la possibilité d'étudier, de lire la chromatine en faisant ce qu'on appelle l'immunoprécipitation de la chromatine, le CHIP. Et ici, je vous montre qu'effectivement, si on prend ces anticorps et si on les associe avec la chromatine qui a été fixée dans des cellules, ces anticorps peuvent aller détecter très précisément des modifications ou des protéines qui sont présentes. Et donc, on peut isoler la chromatine qui est associée, et donc l'ADN qui est associé à cette chromatine, et le regarder maintenant avec les outils de séquençage à haut débit. Donc maintenant, nous avons vraiment des outils très puissants pour regarder tout l'épigénome de tel ou tel type cellulaire. Et ici, je vous montre donc pour l'hétérochromatine facultative les différents types de modifications que les gens regardent. Je ne vais pas passer trop de temps sur cette diapo, mais pour vous montrer pour le chromosome X inactif, par exemple, on peut regarder l'état acétylé des histones H3 et H4 et puis d'autres modifications sur lesquelles je vais venir dans un instant. Mais il y avait un autre angle que je voulais vous présenter avant de passer plus dans le corps du sujet, qui était
l'organisation des chromosomes. Et donc on savait bien sûr que la manière que la chromatine est organisée fait partie de l'organisation des chromosomes. Mais on n'avait pas vraiment réalisé à quel point les chromosomes peuvent être, ou l'ADN peut être organisé peut-être de manière fine au sein de noyaux, parce que les outils n'existaient pas. On pouvait regarder un territoire d'un chromosome entier en utilisant des sondes qui détectent les chromosomes et regarder au niveau de la cellule par hybridation in situ, mais on ne pouvait pas vraiment voir quelle était la différence entre des régions qui étaient différemment entourées. Et c'est là où je voulais vous introduire une approche qui a été développée maintenant il y a plus que 10 ans, ou presque 20 ans, presque 15 ans peut-être. Donc c'est cette technique qui s'appelle la capture de la conformation des chromosomes. Je vais revenir un peu plus en détail, mais en tout cas, là, on prend des cellules, on fixe, comme pour l'immunoprécipitation de la chromatine, on les fixe in situ, et on peut prendre cette chromatine, on va la couper avec une enzyme de restriction qui va couper de manière assez fréquente. Et après, on va religuer toutes les régions qui étaient ensemble, on va les liguer ensemble avec une ligase, ce qui permet d'identifier quelles séquences étaient ensemble dans le noyau. Donc évidemment, les deux séquences qui sont côte à côte sont toujours ensemble, mais l'idée c'était de capturer toutes les régions qui étaient ensemble à un instant donné. Et donc, vous allez voir ce que ça donne, mais en tout cas, quand on fait ces techniques, on peut capturer les séquences qui étaient ensemble, et ensuite, on peut aller les séquencer. On peut regarder plus précisément qui était avec qui. Et maintenant, on fait ça sur les populations de cellules, on peut même le faire sur des simples cellules. Et donc, dans les cellules, les mêmes types de cellules, nous pouvons aussi faire le transcriptome. Je vous avais parlé de ça la semaine dernière. On peut, grâce au séquençage, identifier les différences entre les transcrits quand il vient des deux allèles. C'est pareil pour cette approche-là. Donc, on peut savoir qu'est-ce qui vient d'un gène qui vient de NIX actif, un gène qui vient de NIX inactif. On peut faire ce que je viens de décrire, le CHIP, l'immunoprécipitation de la chromatine aussi. Donc, on peut avoir toutes ces informations à partir des mêmes cellules. Et puis, une dernière technique qui est toute récente et qui est assez magique aussi, elle s'appelle ATAC-seq. Et en fait, c'est une technique qui permet de regarder l'accessibilité de la chromatine. C'est avec une transposase qui est dérivée d'une bactérie. Quand on regarde où cette transposase va s'insérer dans la chromatine, les régions qui sont plus ouvertes vont permettre son insertion. Et donc, en faisant ensuite un isolement de ces régions qui étaient donc insérées par cette transposase, on peut voir vraiment avec une finesse au nucléotide près quelles sont les régions qui ont été fixées par des facteurs, quelles sont les régions qui sont plus ouvertes ou moins ouvertes. Donc, on peut vraiment avoir une vision de l'intérieur du génome et de l'organisation du génome et les protéines associées et son état transcriptionnel qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Et donc, juste pour revenir sur cette approche de capture de la conformation des chromosomes, donc c'était un scientifique hollandais qui travaille aux États-Unis qui l'a mis en place, Joop Dekker, avec lequel nous collaborons depuis maintenant très longtemps. Et donc, je vous remontre comment ça se passe. On prend les cellules, les noyaux, on fixe avec la formaldéhyde, donc on fixe l'ADN et la chromatine ensemble, on coupe avec un enzyme et, comme je l'ai dit, on religue, et comme ça, la partie bleue du génome et la partie rouge qui se trouvaient ensemble, on va voir qu'ils étaient ensemble. Voilà, on va pouvoir les identifier. Et ça, on le fait après en séquençant et en regardant est-ce qu'il y avait des séquences venant de la région, on va dire bleue et rouge, qui étaient ensemble. Donc, on peut vraiment maintenant regarder l'organisation fine au sein des noyaux. Alors qu'avant, la microscopie ne nous permettait pas forcément de savoir ce qu'il fallait chercher. Et donc, ces découvertes, alors quand on prend ce type d'expérience, la manière que les chercheurs regardent, c'est en faisant des tableaux comme ça, où
là, on regarde les séquences sur les deux axes, et en fait, les séquences qui sont souvent ensemble sont en rouge, et les séquences qui sont moins souvent ensemble sont en bleu. Et donc l'idée, c'est que quand deux séquences sont ensemble, on les retrouve toujours sur le diagonal, et on cherche tout ce qui est moins fréquent, mais fréquent néanmoins. Et ainsi, il a été découvert que le génome est organisé en compartiments. Des compartiments qui sont plutôt actifs et des compartiments qui sont inactifs, et puis d'autres types de compartiments. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on les a appelés des compartiments A, B, maintenant il y a A, B, C, D, mais en tout cas, ils sont souvent associés avec les mêmes marques épigénomiques, les mêmes types de modifications, soit du chromatine, soit d'hétérochromatine. Et ces compartiments, en fait, ils changent d'un type cellulaire à l'autre. Donc c'est un peu une sorte de signature du type cellulaire qui va avec l'état épigénomique dans ces cellules. Donc ces compartiments sont très, très larges, en fait, couvrent des très, très grandes régions en général et s'associent aussi entre chromosomes, donc c'est des régions entières. Et puis à une autre échelle, et là c'est une échelle beaucoup plus petite, il a été aussi découvert que le génome est organisé en domaines topologiques. J'ai déjà parlé de ça un petit peu les années précédentes, et donc ici je vous le remontre. Ces domaines topologiques, c'est dans les 100 milliers de paires de bases, jusqu'à 1 million de paires de bases, et c'est des domaines où les séquences ont tendance plus souvent à être ensemble que à interagir avec leurs voisins. Et là, ils sont assez différents, ils sont plutôt invariants entre les tissus. Et donc ça, c'est vu chez l'humain et chez la souris. Souvent, les frontières entre ces domaines que vous voyez ici, donc en fait, au niveau de, on va dire, la carte ici, vous voyez ces domaines d'interaction qui sont montrés de manière schématique ici. Et donc ces TAD, les domaines topologiques d'association topologique, TAD, Topologically Associating Domain, sont assez conservés entre hommes et souris au niveau de leurs frontières, et même dans d'autres espèces, on les trouve aussi. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'effectivement, on a maintenant une vision de l'intérieur du noyau qui est beaucoup plus complexe et détaillée qu'il y a quelques années. On voit qu'il y a des régions qui effectivement sont plutôt des TAD où il y a plusieurs gènes qui semblent être exprimés. On pense que les TAD souvent sous-tendent la capacité d'une région d'être exprimée à un moment du développement parce que les éléments régulateurs des gènes sont tous ensemble et donc peuvent peut-être être plus coordonnés, mais c'est encore une hypothèse. Mais en tout cas, tout le génome est organisé en ces TAD, et puis les TAD peuvent être associés à des compartiments plus ou moins actifs. Et donc ici, vous voyez des TAD qui sont associés à l'enveloppe nucléaire ou aux nucléoles qui sont plutôt silencieux, et puis d'autres TAD qui semblent être plutôt ouverts. Et maintenant, la combinaison de ces techniques C, comme on les appelle, avec les techniques de microscopie, nous donne une vision aussi très dynamique de la manière que tout ça se déroule. Et en particulier, pourquoi je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est parce que nous pouvons vraiment poser les questions au niveau de l'hétérochromatine. De quoi elle est faite? Comment elle apparaît? À quel moment? Et à quel moment est-ce qu'elle est défaite au cours du développement ou même au cours du cycle cellulaire? Et c'est que maintenant que nous avons réellement les outils pour regarder tout cela. Donc ici, je vous fais juste une sorte de carte des techniques pour ceux qui aiment les nouvelles technologies. Il y a les nouvelles et les plus anciennes, mais en tout cas, voilà, on parle de l'ADN jusqu'à l'échelle de compaction des chromosomes. Et donc, en fait, on a des outils maintenant qui nous permettent de regarder la méthylation de l'ADN à l'échelle du génome. Il y a plusieurs types de techniques, whole genome bisulfite sequencing. Je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, mais on en a parlé pendant mes cours sur le cancer, parce qu'on regarde les méthylomes maintenant de manière facile. C'est très cher, mais c'est possible. On peut aussi regarder les protéines qui sont associées avec l'ADN, que ce soit les nucléosomes, donc les histones, ou les facteurs comme polycom et autres qui sont associés. On peut regarder l'accessibilité de la chromatine avec les techniques comme attaque sec, et il y a d'autres, mais l'attaque sec semble être la technique qui est la plus sensible, la plus efficace et la moins chère pour regarder l'ouverture, la fermeture de la chromatine.
Et puis, on peut aussi regarder l'organisation des chromosomes. On peut voir comment deux régions viennent ensemble quand il s'agit de, par exemple, réguler un gène, ou au sein de ces domaines topologiques ou les compartiments. Donc il y a toujours une échelle où on a un peu de mal à encore étudier, comme vous voyez ici, il y a un peu un trou noir. Hein. Et là, c'est autour de cette fameuse fibre de 30 nanomètres. On n'est toujours pas sûr exactement ce qui se passe ici, mais en tout cas, on commence à voir les techniques de vraiment cerner l'organisation du génome, de la chromatine et ses partenaires. Et donc ici, vous voyez toutes les techniques C qui existent maintenant. Il y a toute une panoplie. Je ne vais pas vous parler de ça en détail aujourd'hui, mais en tout cas, il y a plusieurs manières de regarder comment le génome est organisé. Et comme je l'ai dit, même au sein d'une simple cellule, maintenant, on peut avoir une idée de comment il est organisé avec ces techniques de capture de la chromatine. Donc maintenant, si je reviens sur les chromosomes sexuels et la compensation de dose, je vais vous donner juste quelques exemples des avancées, de là où nous en sommes. Donc je commence, avant de passer au chromosome X inactif chez les mammifères, je voulais quand même dire quelques mots sur ce qui se passe chez C. elegans, parce que c'est quand même le système qui est je dirais, le plus avancé au niveau de la génétique et la compréhension détaillée des molécules qui sont impliquées dans cette compensation de dose. C'est aussi un des phénomènes que moi je trouve le plus fascinant. Comment on peut baisser l'expression par moitié? Ce n'est pas éteindre un chromosome, c'est baisser les deux chromosomes par moitié au niveau de leur expression. Alors, je n'ai pas la réponse en précise, mais je veux quand même vous montrer à quel point finalement les modifications des histones et la chromatine et l'organisation des chromosomes semblent être importantes. Donc ici, je vous montre qu'il a été décrit en 2011 qu'il y a une modification, la monométhylation de la lysine 20 de l'histone H4, qui semble être marque très précis des 2X dont les hermaphrodites où la compensation de dose a lieu. Et vous voyez ça ici, dans le cas d'un embryon XX, vous voyez le marquage spécifique. Là, vous ne voyez pas que c'est les chromosomes, mais les chercheurs ont montré que c'est bien les chromosomes X qui sont marqués, alors que dans le mâle XO, on ne voit pas cette association. Et ici, effectivement, c'est un des facteurs qui est impliqué dans le complexe de compensation de dose. Et maintenant, avec le chip sec, on peut regarder aussi comment ça se présente à l'échelle du chromosome entier. Et vous voyez effectivement, ici, c'est la H4K20 monométhyle au niveau du chromosome X, et ici c'est au niveau du chromosome 1. Vous voyez que ce n'est pas particulièrement enrichi au niveau du chromosome 1 à différents stades du développement, alors que sur le X, à partir du stade 40 cellules environ, on voit qu'il y a un enrichissement sur tous les deux chromosomes X chez C. elegans. Donc c'est quelque chose qui semble être assez spécifique. On le voit aussi en fait sur les chromosomes en mitose, et je vais revenir sur ce point. Ici, je vous montre la situation dans un mutant, une femelle, un hermaphrodite mutant, où le complexe de compensation de dose est absent, et on voit qu'il y a plus d'enrichissement de H4K20 monométhyle. Et les chercheurs ont montré que si on fait une mutation dans l'histone méthyltransférase qui est impliquée dans le dépôt de cette modification, on voit qu'il y a une surexpression des gènes du X. Donc clairement, il y a un lien direct avec cette modification et la baisse d'expression à partir des 2X. Donc quand on fait, c'est le mutant 7.1, c'est 7.1 qui est responsable de cette modification. Et quand on délète CET1 chez les hermaphrodites, on voit qu'il y a un impact sur la structure de la chromatine et l'expression des gènes. Donc ça a été postulé qu'effectivement, cette marque est impliquée dans la baisse d'expression génique au niveau de C. elegans. Mais comment? Et alors, c'est un autre groupe qui, tout récemment, a montré que ce n'est pas si simple, parce que, en fait,
les histométhyltransférases qui déposent ces modifications ne s'arrêtent pas à la monométhylation. On passe de la monométhylation à la diméthylation, même à la triméthylation très vite. Donc comment on peut s'arrêter à la monométhylation quand il s'agit du chromosome X? Il a été postulé au départ que peut-être le complexe de compensation de dose empêche l'enzyme, la méthyltransférase, de fonctionner. Et en fait, ce groupe-là a montré que c'est beaucoup plus fin. En fait, il y a une déméthylase qui vient après le coup et enlève le deuxième méthyle. Donc, en fait, on recrute une déméthylase qui est en fait cette protéine DPY21 qui va changer la diméthylK20 en monométhylK20. Donc en fait, dans une cellule chez une hermaphrodite, c'est le complexe de compensation de dose qui apporte la machinerie pour transformer le marque qui arrive par défaut, qui est diméthylK20, et le change en monométhylK20. Et quand on fait une mutation dans ce facteur-là, là on voit un impact important sur l'expression des gènes du X. Donc, ça apporte plus de précision, mais ça ne nous donne toujours pas la réponse de comment, en fait, cette modification peut fonctionner. Et puis, il y a maintenant 2 ou 3 ans, il a été montré que, par cette technique de capture de la conformation des chromosomes, que le chromosome X chez l'hermaphrodite, chez C. elegans, en fait, il forme des domaines topologiques. Alors, contrairement à d'autres espèces où on voit les domaines topologiques dans tout le génome toujours, chez C. elegans, on ne les voit pas. Ici, en fait, c'est cette fameuse diagonale que je vous avais montrée tout à l'heure, mais maintenant, ce n'est plus une diagonale, je l'ai tournée, elle est horizontale. Et vous voyez, il n'y a pas particulièrement des domaines d'interaction que vous voyez au niveau des autosomes. Et en fait, chez C. elegans, il n'y a pas de domaine topologique, sauf quand le complexe de compensation de dose arrive chez l'hermaphrodite. Et ici, vous voyez les chromosomes X chez l'hermaphrodite où on voit ces petits carreaux, ce sont les domaines topologiques, enfin ça ressemble à des domaines topologiques, qui sont induits par le complexe de compensation de dose. Donc il a été proposé que ce complexe apporte la machinerie qui permet de organiser le chromosome X en domaine topologique, et ça permet, ça facilite la réduction d'expression. Et justement, les sites d'entrée du complexe de compensation de dose, ces fameux sites REX dont je vous avais parlé tout à l'heure et la semaine dernière, ce sont souvent les frontières entre ces domaines topologiques. Donc c'est comme si la machinerie arrive et puis elle va commencer à travailler au niveau de ces sites pour compartimenter le chromosome X. Donc, même si, quand on lit ce papier, on se dit, ça veut dire qu'effectivement, c'est comme ça qu'il y a compensation de dose, on condense les chromosomes, mais en fait, il manque des expériences clés. On ne sait pas, en fait, si ces domaines arrivent avant que les gènes commencent à baisser d'expression, ou en même temps que, ou après. Donc, c'est quand même des expériences clés. Néanmoins, on voit que ces complexes ont un rôle dans l'organisation et la condensation des chromosomes. Et pour faire le lien avec cette modification dont je vous avais parlé, l'absence de cette modification H4K20 monométhyle, donc dans les fameux mutants de DPY21, en fait que nous n'avons plus cette organisation en domaine topologique. Donc quand on enlève juste cette modification de monométhyle H4K20, ici, vous voyez la situation sauvage sous le X avec ces domaines que vous voyez ici. Et puis, quand on regarde le mutant, c'est subtil, mais en tout cas, il y a beaucoup moins de frontières bien définies et plus d'interactions à longue distance. Donc, ça veut dire qu'effectivement, cette modification qui est apportée avec le complexe de compensation de dose semble avoir un impact sur cette organisation à grande échelle du chromosome X qui est compensée. Donc tout ça fait qu'on fait des dessins. Quand on ne comprend pas comment ça marche, on fait des dessins en sciences en général. Donc on fait des dessins et en fait, ici, je vous illustre en rose, c'est les 2 X chez l'hermaphrodite et en bleu, c'est les autres chromosomes. Et en fait, ici, la présence de ce complexe de compensation de dose que vous voyez ici, il va apporter la capacité de modifier les histones pour générer cet enrichissement en H4K20 monométhyle
Et ce complexe qui contient ces fameuses protéines condensines va aussi organiser ces chromosomes en domaine topologique. Et ici, ce qui est montré, c'est que le parallèle avec ce qui se passe en mitose, où il est remarqué qu'effectivement, ces mêmes protéines condensent le chromosome, et ça on le sait, que ces mêmes facteurs sont impliqués dans la mitose, où le chromosome doit se compacter, et c'est associé avec les mêmes modifications, avec H4K20 monométhyle. Donc l'idée, c'est que peut-être la même machinerie, elle était exploitée, c'est la machinerie semblable à la condensation de la chromatine au cours de la mitose, qui est exploitée pour baisser un petit peu l'expression des gènes au niveau des 2X en interphase chez C. elegans. Donc bien sûr, les détails restent à être élaborés, mais ça vous montre que maintenant on commence à avoir vraiment une idée précise de comment la chromatine peut être modifiée et changée au niveau de structure. Donc voilà, je résume que la condensine ou les condensines et cette modification sont associées sur les chromosomes mitotiques dans plusieurs organismes, y compris les mammifères. Je voulais aussi vous rappeler, je vais vous montrer ça dans un instant, que la monométhyle K20 de H4 est aussi trouvée sur le chromosome X inactif chez les mammifères. Donc c'est aussi quelque chose qu'on voit. Même si on ne voit pas les mêmes facteurs, la condensine, en tout cas pour le moment, on n'a pas évoqué ça comme étant quelque chose impliqué dans l'inactivation du X chez les mammifères. En tout cas, chez C. elegans, c'est comme ça que ça se passe. Et peut-être ces domaines, ces TAD, sont importants pour cette réduction d'expression, mais comme je l'ai évoqué, est-ce que c'est cause ou conséquence? Ça, il faut vraiment que les chercheurs regardent maintenant en cours du développement pour voir à quel moment précis cette organisation apparaît, et ça pourrait juste être une conséquence d'une baisse d'expression. On ne peut pas exclure cette hypothèse. Voilà. Donc maintenant, je me tourne chez les mammifères et je vais vous parler du chromosome X inactif. Donc je vous avais déjà montré la semaine dernière comment le corpuscule de Barr a été découvert. Et maintenant, nous avons les outils, tous ces outils dont je vous avais parlé, mais même avant l'épigénomique, nous avions aussi des outils de microscopie pour regarder les chromosomes, non seulement juste l'hétérochromatine versus l'euchromatine. Donc ici, je vous montre un noyau où on détecte avec une sonde fluorescente qui détecte spécifiquement les chromosomes X. Ici, vous voyez le chromosome X inactif qui est plus dense, le corpuscule de Barr. Et ici, le X actif, vous voyez, on ne distingue pas dans l'ADN, ici coloré par DAPI, on ne voit pas particulièrement où est le X actif, il est comme le reste du génome. Donc, on peut les distinguer à une échelle assez crue, mais en tout cas, on pouvait les distinguer avec ce type d'approche. Et quand les anticorps dont je vous avais parlé ont été produits il y a quelques années, spécifiques pour ces différentes modifications, nous, comme d'autres, nous avons regardé pour voir quel est le caractère de la chromatine du X inactif. Qu'est-ce qui pourrait expliquer sa nature hétérochromatique et éventuellement les facteurs qui sont impliqués dans ce processus d'extinction transcriptionnelle. Ici, je vous montre deux de ces marques. Donc le X inactif qu'ici vous voyez décoré par l'ARN XIST est très enrichi en H4K20 monométhyle comme C. elegans. C'est que le X inactif qui est associé avec ça, pas du tout le X actif. Et cette modification, on la voit aussi enrichie sur tous les chromosomes au cours de la mitose. Mais c'est le X inactif qui porte cette modification au départ. Et puis une autre modification, la lysine 27 de l'histone H3 triméthylée est aussi très enrichie au niveau du X inactif. En tout cas, chez la souris, dans des cellules somatiques et au cours du développement. Donc voilà deux modifications qui semblent être quand même assez spécifiquement associées avec ce corpuscule de Barr. Et donc nous savons aussi, avec les techniques dont je vous avais parlé, que les promoteurs des gènes sont associés avec la méthylation de l'ADN sur le X inactif et pas sur le X actif. Et effectivement, il y a une déplétion des modifications actifs sur le chromosome inactif. Et donc, une des surprises quand ces études ont commencé à être faites, c'était que
chez l'humain, par exemple, il y a plusieurs, on va dire, goûts ou signatures d'hétérochromatine sur le X inactif. Et je vous montre ici deux modifications, H3K27 triméthyle et H3K9 triméthyle. Et il a été remarqué qu'il y a sur le X inactif des régions qui sont très enrichies en H3K27 triméthyle, comme ce qu'on a vu chez la souris, mais il y a d'autres régions qui sont enrichies en H3K9 triméthyle. Et les deux ne chevauchent pas, soit quand on fait une immunofluorescence sur les chromosomes, comme vous voyez ici, soit quand on fait un chip sec et on regarde le long du chromosome X humain, le X inactif, on voit qu'il y a des régions qui sont enrichies en H3K27 triméthyle, déplétées pour K9 triméthyle et vice-versa. C'est comme s'il y a deux types d'hétérochromatine. Et effectivement, quand on regarde différentes lignées cellulaires, on voit que ces deux types d'hétérochromatine changent, varient d'une type cellulaire à l'autre. Donc ça, c'était vraiment pas ce qu'on attendait. On pensait qu'effectivement, une fois qu'on a un état inactif, il est comme ça dans toutes les cellules, mais comme pour l'euchromatine, même l'hétérochromatine peut varier dans sa nature. Donc c'était une surprise, mais après tout, dans les deux cas, que ce soit K9 ou K27 triméthyle, ce sont des marques associées avec un état réprimé dans différents systèmes. Mais l'H3K9 triméthyle est plus souvent associé avec l'hétérochromatine constitutive, avec les centromères. Donc c'était une surprise de voir cette modification, même sur d'autres régions du chromosome X inactif. Et donc ici, je vous montre comment les chercheurs ont imaginé, parce que comme je l'ai dit, ils ne chevauchent pas ces deux régions. Ils ont imaginé qu'effectivement, le X inactif, il peut être divisé en domaines différents, compartiments. Maintenant, on peut le voir avec les techniques C, mais il y a des domaines qui sont plus associés à l'ARN exist et avec les modifications associées à polycom H3 K27 triméthyle. Et puis, il y a d'autres régions du chromosome X inactif qui sont associées plus avec H3K9 triméthyle et avec d'autres modifications, et pas avec XIST. Et l'idée, c'est que peut-être ce sont des régions qui sont plus répétées. Il y a comme si, même dans l'hétérochromatine facultative, il y a une partie plus constitutive et une partie plus facultatif. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop perdus, mais en tout cas, c'est pour vous montrer qu'effectivement, on peut voir deux types d'hétérochromatine, même au sein d'un chromosome X inactif. Et je voulais juste vous rappeler que dans le cancer, et ça c'était Barr lui-même qui l'avait remarqué, l'hétérochromatine facultative peut être défaite, peut être modifiée. Et donc, nous et d'autres chercheurs, maintenant, on utilise ces anticorps et puis des techniques de cytologie et de génomique pour révisiter un petit peu ces états. Et ici, je vous montre trois types de lignées de cellules cancéreuses, cancer du sein, trois types différents de cancer du sein, luminal, R2+, ou basal-like. Et on a découvert qu'effectivement, l'état chromatinien compartimenté K27, K9 triméthyle est assez perturbé dans ces lignées. Et donc, il y a des régions qui deviennent beaucoup plus homogènes pour H3K27. On voit plus ces déplétions qu'on voit dans des cellules normales pour certaines régions. Et donc, en fait, on regarde après comment, au niveau de la transcription, ça se passe. Et ici, je vous montre des combinaisons d'approches sur les cellules provenant des tumeurs. Donc ça, c'est des tumeurs primaires, où on peut regarder avec les anticorps les modifications des histones et l'ARN de XIST en même temps. Donc ici, c'est des cellules saines dans le tissu sain, et on voit qu'effectivement H3K27 est enrichi là où il y a XIST. En vert, on voit H3K27, il y a une exclusion de la polymérase. Alors que quand on regarde dans les tumeurs, on voit qu'il y a des régions qui sont enrichies en XIST, mais où il n'y a plus H3K27, et dans certaines cellules, comme ici, mais dans d'autres cellules, on le voit. Donc il y a beaucoup plus d'hétérogénéité dans l'état chromatinien du X inactif dans le cancer.
et on a relié ça avec une capacité de réexprimer les gènes à partir du X inactif. Et ici, vous voyez l'hybridation in situ avec certains gènes, où on voit une expression. En rouge, c'est le gène où on détecte l'ARN naissant, et en vert, c'est l'ARN d'existe. Ici, c'est une cellule normale où là où il existe le corpuscule de Barr, on ne voit pas du tout au rouge parce que le gène est bien inactif sur le X inactif et il est exprimé qu'à partir du X actif, alors que dans une cellule tumorale, on voit une expression, je ne sais pas si vous le voyez, au sein du signal vert, il y a quand même du rouge. Ça veut dire que le gène commence à se réexprimer. Donc on pense qu'effectivement, dans des situations comme le cancer, on peut défaire cette hétérochromatine facultative. Voilà, donc maintenant je voulais passer à l'état de ce X. Comme je vous avais dit, c'est une surprise quand on a vu chez l'humain qu'il y avait ces deux types d'hétérochromatine. Et les chercheurs ont regardé, maintenant que nous avons les outils et accès à des cellules, dans d'autres mammifères. Donc ici, je vous remontre l'arbre phylogénétique des chromosomes sexuels. Donc on a parlé un petit peu de l'humain, de la souris, et les chercheurs regardent aussi les marsupiaux qui, eux, ont aussi un chromosome X inactif. Ils ont aussi une compensation de dose qui ressemble à ce qu'on voit chez les utériens. Mais on ne sait pas en fait si c'est exactement pareil, et je reviendrai sur ça. Par exemple, l'ARN qui déclenche le processus est totalement différent. Donc on imagine que peut-être il y a des différences. Donc les chercheurs ont commencé à regarder, et puis les monotrèmes, comme je l'ai déjà mentionné, sont très différents. Ils ont déjà beaucoup de chromosomes X et d'Y, et ne semblent pas avoir ni le gène XIS, ni l'ARN RSX, qui est important pour les marsupiaux. Donc comment étudier ça? Et donc là, je vais parler du travail de Julie Chomey, qui était une étudiante chez moi, mais qui est partie en Australie justement pour travailler avec Jenny Graves, et qui a regardé les rongeurs, les éléphants et l'opossum, qui est un type de marsupial. Donc en fait, elle a regardé les cellules femelles de ces trois types de mammifères pour voir s'il y a des différences ou des similarités. Et ici, je vous rappelle simplement que chez les monotrèmes, on ne pense pas avoir un X ou plusieurs X inactifs, on semble avoir une expression stochastique monoallélique. Donc, je ne vais pas vous parler plus de ce système. Et ici, je vais aller relativement vite, mais c'est pour vous montrer Julie a pris tous ces anticorps avec les modifications que vous avez déjà entendues, H3K27 triméthyle, qui est présent dans les cellules de l'éléphant. Vous voyez ici, et à chaque fois, elle co-hybridait avec un anticorps contre d'autres modifications. Ici, c'est des marques comme H3K9 acétyl. On voit qu'il y a une déplétion de ces marques là où il y a un enrichissement de H3K27. Ceci parce qu'on ne pouvait pas détecter facilement l'ARN XIST dans ces cellules, parce qu'il faut avoir les sondes XIST spécifiques pour chacune de ces espèces, en tout cas chez l'éléphant. Et chez les marsupiels, on n'avait pas à l'époque, en tout cas, l'ARN qui était responsable. Mais quand on regarde chez les marsupiaux, on voit ici ces deux types différents. On voit que H3K27 est aussi enrichi, comme chez l'éléphant, et il y a une absence des marques actives. Donc ici, il n'y a pas grand-chose, enfin c'est un peu comme attendu, comme chez l'humain et chez la souris, on voit un enrichissement d'H3K27 et une absence des marques actives, même si il a été remarqué que chez l'opossum, on ne voit pas un enrichissement dans toutes les cellules d'H3K27, mais il n'est pas clair pourquoi il y a cette légère différence. Mais quand on arrive après aux marques répressives, comme H3K9 triméthyle dont je vous avais parlé tout à l'heure, et H4K20 monométhyle, c'est là où il y avait certaines différences qui ont été vues. Et donc, par exemple, chez le marsupial, chez l'opossum et chez le wallaby, on ne voit pas exactement les mêmes modifications. Et donc, pour résumer, dans les trois cas, on voit que le X inactif semble avoir souvent un enrichissement pour H3K27 triméthyle et pour H3K9 diméthyle. Mais chez l'éléphant et chez la souris, on voit cette fameuse H4K20 monométhyle, mais chez le wallaby et l'opossum, on ne voit pas H4K20 monométhyle, alors que ça semble être une marque très prononcée quand on a regardé la souris, par exemple, et l'éléphant. Il a aussi été remarqué, pas dans cette étude, mais il était déjà connu, que chez le wallaby, il n'y a pas la méthylation des promoteurs de l'ADN.
Et de plus, et je vais vous montrer ça dans un instant, l'état inactif du X chez les marsupiaux semble être beaucoup moins figé que chez les euthériens, comme la souris, l'homme ou même l'éléphant. Donc, la conclusion, c'est que même avec ces espèces qui sont très éloignées au cours de l'évolution, il y a certaines marques qui sont similaires, mais il y a quand même beaucoup de différences. Donc, le message est peut-être que, en fait, il faut un moyen d'arriver, et ça je vais revenir sur ce point, il faut arriver au même but, c'est-à-dire d'avoir un type d'hétérochromatine pour garder un état silencieux, mais la nature exacte peut être extrêmement variable. Et donc, maintenant, on commence à avoir beaucoup plus d'informations sur les marsupiaux. Ici, je vais vous montrer l'opossum. Je me suis dit, ça serait bien que vous voyez à quoi ressemblent ces petites bêtes. On dirait que c'est une petite souris, mais en fait, je ne vous montre pas ces dents qui sont terribles. Donc, il faut, je ne sais pas comment ils ont fait en fait pour la tenir, parce qu'en fait, il faut la droguer avec, comment on appelle ça, la crème anglaise, pour qu'elles ne mordent pas. Elles sont très vicieuses. Et ici, vous voyez les petits. Donc, c'est bien un marsupiaux. Donc, en fait, les petits poussent in utero pendant très peu de temps et ensuite sortent dans la poche de la maman et restent accrochés en train de grandir. C'était un état très, très primitif. Et vous voyez ici un de ces petits accrochés à leur maman. Et donc, comme je vous avais dit, l'état de compensation de dose semblait être un peu ou assez différente. Et maintenant, nous arrivons à voir avec ces études épigénomiques une vision beaucoup plus précise de ce qui se passe dans ces petits bêtes et est-ce qu'ils ont compensation de dose. Déjà, une des choses qui était remarquable, c'est que chez eux, c'est toujours le X qui vient du père qui est inactivé. C'est toujours le X paternel. C'est jamais le X maternel. Et quand on regarde, et ici je ne vais pas vous fatiguer avec tous les détails technologiques, mais en tout cas en faisant les transcriptomes par RNA sec et ensuite en regardant de manière plus précise au niveau des différents allèles, et en ayant les parents pour distinguer les deux allèles de chaque individu femelle, donc quand on a la mère et le père, on peut savoir où se trouvent les polymorphismes quand on regarde de manière génomique. Et là, on voit, ici je vous montre le chromosome X chez l'opossum, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de gènes qui ne sont pas très inactivés, qui échappent à l'inactivation. Donc la plupart des gènes montrent bien une expression maternelle. Ici, vous voyez en rouge, comme la semaine dernière, en rouge, c'est l'expression à partir du X maternel. Et en bleu, c'est à partir du X paternel. Et on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de gènes qui montrent cette expression biallélique à partir du X paternel, même si c'est le X paternel qui est globalement inactivé. Et on pensait que c'était quelque chose qui était peut-être plus spécifique à ces espèces parce qu'ils n'ont pas la méthylation au niveau du promoteur, parce que l'état chromatinien ne semble pas aussi figé. Mais finalement, vous allez voir dans mes cours de la semaine prochaine que même chez les euthériens, même chez l'humain surtout et aussi chez la souris, il y a beaucoup de gènes qui arrivent à s'échapper. Mais en tout cas, juste pour terminer sur ce mammifère assez intéressant, je voulais vous parler de comment finalement on met en place l'inactivation du X chez les marsupiaux par rapport à... Pardon, et donc là c'est juste un zoom d'une région pour vous montrer au niveau de la chromatine et au niveau de l'expression les régions qui sont soit inactivées, enrichies en H3K27, soit qui échappent à l'inactivation où vous voyez que le H3K27 est beaucoup moins fortement associé. Et donc ici, c'est un résumé de ce que je viens de vous dire pour le X inactif chez les euthériens et chez le marsupial. Donc en fait, il y a des choses qui sont, il y a des marques qui sont exclues. C'est ça qui est plus conservé, on va dire, l'exclusion des marques de l'euchromatine au niveau du X inactif. Ça, c'est quelque chose qui est assez universel. Par contre, l'enrichissement de ces différentes modifications qui vient avec différentes machineries, bien sûr, est beaucoup plus variable entre les différentes espèces dont je vous avais parlé. Et pour vous montrer ça de manière plus simple, et pour revenir sur mes schémas de tout à l'heure, la chromatine active semble porter les mêmes types de marques,
La chromatine inactive du X chez la souris, je vous avais montré ces différentes modifications. On n'a pas encore parlé de cette modification-là, mais qui est apportée par un autre groupe Polycom, et on en parlera plus tard. Et le variant macro-H2A. Donc chez les souris, le X inactif, il est associé avec ces modifications, la méthylation de l'ADN. L'ARN existe. Il est aussi répliqué de manière tardive. Chez l'humain, la surprise, c'était que nous avons cet type d'hétérochromatine, mais nous avons aussi cet autre type d'hétérochromatine qui est plutôt associé avec H3K9 triméthyle et avec la protéine HP1 qui s'associe. Donc, nous avons ces deux types qui sont partagés sur le X inactif chez l'humain et qui peuvent varier d'un type cellulaire à un autre. Et puis, chez les marsupiaux, nous avons une présence d'H3K27 triméthyle. Nous avons moins de H4K20 monométhyle. Il y a toujours le variant macro-H2A, mais on a aussi H3K9 triméthyle qui semble être enrichi. Et là, contrairement aux utériens, il n'y a pas le gène XIST, mais il a été découvert qu'il y a un autre ARN non codant RSX qui pourrait faire l'affaire. Donc, le message final de ce voyage dans la nature de l'hétérochromatine facultative, c'est qu'il y a une diversité de marques. Comme les stratégies pour la compensation des doses entre les espèces, même pour la nature de cette hétérochromatine, il y a une diversité de marques et de mécanismes sans doute, mais le but final est toujours le même, le besoin de compenser pour le dose et de garder un état réprimé de manière stable. Donc je voulais revenir un tout petit peu sur ces ARN no codants. Donc d'abord, je voulais parler de XIST. Je vais revenir sur XIST, mais je réalise que le temps passe, donc je ne sais pas si je vais arriver jusqu'à la fin aujourd'hui, mais en tout cas, on va reparler un petit peu de XIST. Donc l'ARN XIST, il a été découvert presque par hasard chez l'humain et ensuite chez la souris comme étant dans la région candidate pour le centre d'inactivation, qui est la région qui déclenche l'inactivation, qui a été définie génétiquement en étudiant des embryons et des cellules de souche embryonnaire où il y avait les chromosomes X cassés, délétés. Donc XIST a été trouvé et a été montré très vite comme étant absolument essentiel pour déclencher ce processus. Donc c'était le labo de Hunt Willard et aussi le labo de Sahela Raston et de Philippe Avner qui ont fait ces découvertes. Et ensuite, c'était Neil Brockdorf qui a montré que XIST est absolument essentiel pour déclencher le processus, même si on ne savait absolument pas comment il le faisait. Et il a été montré que cet ARN décore le chromosome X quand on regarde par des techniques d'hybridation in situ. Et plus récemment, il a été montré que ce gène XIST a évolué spécifiquement chez les utériens et à partir d'un gène qui code pour des protéines qui s'appelle LNX, qu'on trouve dans diverses espèces, y compris chez le poulet. LNX, c'est un gène qui produit une protéine et en fait, ce gène est devenu ce qu'on appelle un pseudogène, c'est-à-dire il a perdu sa capacité de produire un ARN qui produit une protéine, mais il a continué à produire un ARN qui, lui, a pris les fonctions d'un ARN qui va déclencher l'inactivation du X. Donc c'est là où il y a une boîte noire extrêmement énorme. Comment, au cours de l'évolution, on passe d'un gène comme un autre qui produit une protéine à un gène no codant qui va produire un ARN qui a des fonctions aussi, on va dire, dramatiques. Et juste pour vous montrer comment, maintenant qu'on peut faire la génomique, on regarde dans différentes espèces et on voit que la région du X chez la souris ou chez l'homme qui contient XIST, en fait, est entourée par d'autres gènes. Et quand on regarde dans d'autres espèces, on voit que, par exemple, chez le poulet, à la place de XIST, il y a ce gène LNX3, mais les autres gènes sont quand même toujours là, mais ça c'est sur un autosome, hein, c'est plus sur le chromosome X. Et puis chez les marsupiaux, le gène XIST n'est pas un pseudogène, il est toujours ce gène qui produit la protéine LNX3. Donc même chez l'opossum, qui n'est pas si loin des utériens, il n'y a pas du tout ce gène XIST. Donc, comment l'opossum fait l'inactivation du X? Et c'est là où, il y a quelques années, le groupe de James Turner, en cherchant les gènes comme XIST qui sont exprimés qu'à partir d'un chromosome X chez la femelle, il a trouvé
un autre ARN non codant qui était loin du gène LNX3, hein, donc l'ancêtre de XIST, il est montré là, mais en fait, ce nouveau gène qui produit un ARN non codant était trouvé tout à fait ailleurs. Et il a préparé des sondes de cet ARN et il a montré que quand il fait l'hybridation in situ dans des cellules d'opossum, on voit ce nuage d'ARN qui ressemble beaucoup au nuage d'ARN qui existe chez la souris ou chez l'humain. Donc il a fait d'autres tests, il a montré que cet ARN, quand il le met dans une... Parce qu'on ne peut pas faire autant de choses malheureusement chez les marsupiaux qu'on peut faire chez la souris ou même chez l'homme. Mais en tout cas, quand il prend cet ARN et il le met dans une cellule de souris, il montre que cet ARN arrive à décorer le chromosome et même à inactiver les gènes en 6. Donc cet ARN RSX a été inventé spécifiquement au cours de l'évolution des marsupiaux pour probablement faire l'inactivation du chromosome X chez les marsupiaux. Et comme je l'ai dit, qu'à partir du X paternel. Et donc, ici, je vous montre des données plus récentes qui montrent que RSX, contrairement aux autres gènes du X qui ne sont pas méthylés sur le X inactif, je vous avais dit, chez les marsupiaux, on n'a pas la méthylation du promoteur, mais le gène RSX, lui, il est bien méthylé sur le X actif. Donc, lui, il est maintenu dans un état réprimé sur le X actif et exprimé à partir du X inactif, donc il est déméthylé quand effectivement il est exprimé chez les femelles, comme vous voyez ici. En jaune c'est la méthylation, en bleu c'est la déméthylation. Et donc en fait, ce gène RSX, il est exprimé spécifiquement au cours du développement chez ces marsupiaux. Il semble recruter les modifications H3K27 triméthyle. Pour les autres, on ne sait pas encore, mais en tout cas, comme je l'ai mentionné, l'auteur de ce papier va venir ici en mois de mai. J'espère qu'il va nous donner des nouvelles de cet ARN fascinant qui se trouve chez les marsupiaux. Donc ici, je vous fais une sorte de résumé de la situation dans différents mammifères. Donc chez les placentaires comme nous, qui ont évolué il y a 180 millions d'années, nous avons une inactivation plutôt aléatoire, soit le X du père, soit le X de la mère, et c'est XIST qui déclenche cette inactivation. Mais, et ça, je reviens sur ça dans un instant, chez les souris ou chez les rongeurs, nous avons réalisé, même si il y a cette inactivation aléatoire, on peut aussi avoir une inactivation qui est soumise à l'empreinte très tôt au cours du développement. On en a parlé la semaine dernière, mais c'est XIST qui est soumis à l'empreinte. Ce n'est pas le X maternel ou paternel qui est soumis à l'empreinte, c'est le gène XIST lui-même qui est soumis à l'empreinte. Par contre, quand on vient chez les marsupiaux, là, il n'y a qu'une inactivation soumise à l'empreinte, et c'est cet ARN RSX qui semble être important. Et alors, nous ne savons pas si c'est parce que RSX est soumis à l'empreinte qu'il y a inactivation du X paternel, ou si le X paternel est le seul à pouvoir être inactivé et RSX va avec. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être défini en regardant au cours du développement chez ces marsupiaux. Ici, c'est un kangourou, hein, ce n'est pas le même, mais il a aussi RSX. Et les monotrèmes, ils n'ont ni RSX ni XIST, et ils ont cette compensation de dose partielle qui reste encore mystérieux. Donc, juste pour résumer ce que je viens de vous dire, en fait, on pense que l'inactivation paternelle était peut-être ancestrale. On n'en parle pas là, mais on pense que c'est beaucoup plus logique d'imaginer que le X du père, qui est spécifique aux femelles, sera toujours lui qui est inactivé. Donc comme ça, on n'a pas à faire des choix entre le X paternel, maternel. Si c'est toujours le X du père, c'est que les femelles qui ont un X du père, parce que les mâles, ils ont le Y, donc c'est beaucoup plus logique. Donc peut-être c'est la manière ancestrale, peut-être c'est comme ça qu'effectivement chez les marsupiaux que ça marche. Par contre, chez les eutériens, il n'y a pas une inactivation soumise à l'empreinte, c'est aléatoire. Il y a le gène XIST. Et on pense que c'est chez les rongeurs qu'il y a eu une deuxième invention, c'est-à-dire l'empreinte de XIST qui fait que c'est le X paternel qui est inactivé tôt au cours du développement chez les rongeurs. Mais ensuite, dans l'embryon proprement dit, c'est l'inactivation aléatoire. Donc c'est compliqué, je sais.
Mais c'est comme ça. Je le dis souvent, c'est la nature. Il y a certainement des raisons pour ceci. Pourquoi chez les rongeurs il fallait inventer cette nouvelle manière de faire une inactivation soumise à l'empreinte. On en discutera, mais probablement c'est parce que les rongeurs évoluent très vite et en plus leur développement est extrêmement rapide et peut-être ils font une compensation de dose très très tôt au cours du développement. Et la manière la plus simple de le faire, c'est justement avec XIST exprimé qu'à partir du X paternel. Donc là, je vois qu'on arrive à 17h30 et j'ai fait que la moitié de mon topo. Donc, je pense qu'on va continuer la semaine prochaine. Je voulais vous parler de comment cet ARN XIST marche, comment il fonctionne, les différents rôles qu'il pourrait avoir. On a parlé de la chromatine. Est-ce qu'il induit vraiment les changements de la chromatine ou est-ce que les changements de la chromatine que je vous avais montrés sont juste une conséquence? Est-ce qu'il induit un changement au niveau de l'organisation du chromosome, au niveau de sa structure, au niveau de sa position? Ça aussi, c'était mystérieux jusqu'à récemment. Est-ce que l'ARN va s'associer spécifiquement avec l'ADN ou pas? Ça, c'est aussi quelque chose qui est encore important à creuser. Et est-ce qu'il est là pour recruter des répresseurs très spécifiques? Donc, je vais, comme je l'ai dit, passer à la fin, je pense, parce que sinon je vais vous fatiguer. Je vous vois déjà un peu fatigué avec tous ces détails. Je vais juste pour faire, comme on dit en anglais, le teaser de mon cours de la semaine prochaine. Je voulais quand même vous dire qu'effectivement, cet ARN restait mystérieux pendant très longtemps, pendant 20 ans presque. On n'avait aucune idée de la manière qu'il fonctionne. Et donc, voilà, c'était le Graal que nous cherchions pendant des années. Et là, il y a 2 ans ou 3 ans, on a enfin eu une série d'études qui étaient soit protéomiques, où les chercheurs ont pêché les facteurs qui s'associent avec cet ARN, soit les cribles génétiques qui ont cherché les facteurs qui vont médier les fonctions de cet ARN, qui ont découvert enfin les acteurs moléculaires qui sont impliqués. Et donc, la semaine prochaine, je vais vous parler de tout ça. Je suis désolée, je pensais que j'allais être plus efficace, mais clairement, j'avais beaucoup trop de diapos cette semaine. Et donc, je vais terminer avec ma dernière diapo, qui sera pour le cours de la semaine prochaine, où je vous promets, on va parler des troubles neurologiques liés au chromosome X, mais on va aussi parler de comment XIST fonctionne et comment certaines régions du chromosome X arrivent à échapper. Et d'ici la semaine prochaine, je vais corriger les erreurs d'orthographe que je vois moi-même sur ma diapositive. Voilà, merci.